Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Le Parlement européen a adopté de nouvelles règles autorisant les plantes issues de nouvelles techniques génomiques, les NTG dans l'agriculture. Quelle différence entre les OGM et dans quel cadre juridique européen s'inscrivent ces NTG? La députée européenne et elle-même agricultrice Céline Imard est avec nous pour en parler face à Vincent Béguier, directeur général de Agri-Obtention. Merci à tous les deux d'avoir accepté cet entretien. Bonjour Céline Imard. Bonjour Pierrick Collégas. Bonjour Vincent Béguier, merci d'être en direct et en studio sur Sud Radio. Bonjour. Pour parler de cet épineux dossier qui est très haussier, puisque les OGM nous inquiètent. C'est une angoisse mondiale depuis si longtemps, en période justement de canicule, et on sait le lien qu'il y a quand même entre une forme d'agriculture consommatrice d'eau et d'énergie et le réchauffement climatique. Donc nous sommes confrontés à l'arrivée, après les OGM, organismes génétiquement modifiés, les NTG, nouvelles techniques génomiques, n'est-ce pas? Mais s'il y a une modification du gène, elle n'est pas aussi, j'allais dire, prégnante et angoissante que celle des OGM. Pour autant, l'univers écologique continue à s'en inquiéter, considérant que même sur le plan technique, il y a un danger, bien entendu ensuite sur le plan monopolistique, est-ce que les sociétés peuvent s'en emparer? Et nous voyons qu'en France, le débat est ouvert, et vous n'êtes pas soupçonnable de rouler pour le lobby des OGM, ni vous, monsieur Tréguier, vous nous dites, attention, les NTG, c'est une vraie évolution. Non, pas attention. C'est un vrai bonheur d'autoriser enfin l'innovation en Europe. Attention à ne pas se tromper, à pas se tromper de combat. Mais voilà. On en demande toujours tellement plus aux agriculteurs. Dans un contexte où on leur demande d'économiser l'eau, d'économiser les intrants. Et finalement, ces attentes sociétales-là, elles se heurtent aujourd'hui au réchauffement climatique. Donc le fait de pouvoir bénéficier d'une innovation qui va permettre d'avoir des plantes plus résistantes à la sécheresse, qui réclament moins d'engrais, moins d'intrants, c'est une très belle avancée. Et comme vous le dites, on ne peut pas soupçonner en fait ces nouvelles techniques génomiques d'être des nouveaux OGM. Pourquoi? Parce qu'au niveau des OGM, on a une modification du gène. C'est-à-dire que dans le gène, par exemple, si je prends un exemple très caricatural, dans le gène du cochon, vous introduisez le gène de la tomate. Bon, là, c'est pas du tout ça. On a cette même technique qui a été autorisé pour la santé humaine, pour le vaccin contre la Covid, où on prend le génome et avec la technique des ciseaux moléculaires, en fait, on va réveiller, je schématise un peu. C'est le principe de l'ARN messager. C'est le principe de l'ARN messager. On va réveiller certaines caractéristiques de la plante et en endormir d'autres pour obtenir certaines caractéristiques de résilience. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. On a vraiment besoin aujourd'hui de répondre à la fois aux attentes de la production alimentaire, d'arrêter de perdre notre souveraineté alimentaire, d'importer, de mettre des outils à disposition des agriculteurs et puis d'avancer, parce qu'on peut pas devenir le musée de l'Europe pendant que le reste du monde innove. On peut pas priver nos agriculteurs et nos semenciers en fait de ce genre d'innovation. Vous-même, Vincent Béguier, directeur général de Agri-Obtention, vous accueillez assez favorablement cette arrivée des NTG? Oui, très, très favorablement. Alors pas avec autant d'enthousiasme que Madame Imard, c'est-à-dire pour moi c'est une technique de plus qu'on rajoute dans notre boîte à outils. Je suis moi-même sélectionneur à la base. Aujourd'hui, je dirige une entreprise semencière, mais j'ai été sélectionneur. Et donc, c'est une technique de plus qui va nous permettre d'aller plus vite sur des innovations dans le monde du végétal. Donc, le fait que le cadre réglementaire évolue et nous donne un petit peu plus de visibilité sur l'utilisation de cette technique est plutôt favorable, sachant que, alors il y a deux types de NTG, un NTG1 et NTG2. Donc les NTG2 sont toujours considérés comme des OGM réglementés. En fait, et je voudrais revenir là-dessus, OGM, en fait, les NTG sont aussi des OGM, mais non réglementés. En fait, c'est la grande différence entre NTG1 et NTG2. C'est-à-dire que, contrairement aux OGM, qui utilisent l'introduction d'ADN étranger, comme le décrivait Madame Imard, ces NTG dits de niveau 1 ne seront pas soumis à une réglementation qui nécessitera beaucoup d'études pour permettre leur communication. Là, avec ce qui vient d'être voté, on pourra déployer ces NTG1 sans avoir tout l'arsenal de réglementation qu'on avait sur les OGM qui ont été développés de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Quelle est l'activité de Agri-Obtention? Ça consiste en quoi? Alors, Agri-Obtention, nous sommes une société d'innovation. Nous créons des variétés sur plein d'espèces. Et nous sommes une filiale d'INRAE, donc nous mettons sur le marché des variétés de blé, des variétés de maïs, des variétés de carottes. Voilà, donc nous fournissons les intrants semenciers des agriculteurs. Ce qui signifie que vous recourriez aux OGM quelquefois ou... Alors non, de fait, les OGM, nous
n'avons pas eu recours du fait de la réglementation qui avait été mise en place, qui fait que c'était extrêmement compliqué, même si notre actionnaire INRAE a développé des travaux sur le sujet. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous l'auriez fait si ça n'avait pas été réglementé ou autrement dit, vous n'êtes pas anti-OGM non plus, si je comprends bien. Je suis pas anti-OGM, non. Moi, le sujet, on va peut-être y venir, c'est le cadre réglementaire au sujet de la propriété intellectuelle qui se développe autour de ces NTG. Alors moi je partage pas totalement votre avis, Madame Imar, sur le fait qu'on soit en retard. J'estime que le continent européen a justement un foisonnement d'innovation et de nombreuses entreprises présentes sur le continent européen. Là par contre, j'estime que la réglementation anti-OGM, enfin les anciennes versions, celle avec l'introduction d'ADN étranger, a permis de préserver cette diversité d'acteurs qui assure la compétitivité de la production en Europe. Mais est-ce qu'il y a de la souveraineté alimentaire et agricole quand on utilise des technologies dépendantes de trust? Vous voyez ce que le risque est là. C'est bien le sujet. Alors moi sur cet aspect-là, ce que je regrette sur le règlement qui est passé, c'est que le sujet de la brevetabilité a été repoussé et va être évalué plus tard. C'est ce que je regrette, dans la mesure où effectivement aujourd'hui, en fait, le système d'innovation est réglementé par un système qui s'appelle le certificat d'obtention végétale, avec ce qu'on appelle l'exemption du sélectionneur. Donc en fait, tout ce qui est innovation, tout ce qui est pool génétique végétale est un bien commun que tout le monde peut utiliser pour créer de l'innovation. Céline Imar, vous avez toujours été très vigilant sur cette question. Alors j'ai toujours été très vigilante sur cette question et les garanties vous et votre parti. Oui, bien sûr, avec les Républicains, mais de manière générale avec la droite, on est très vigilant sur ce sujet et on a des garanties extrêmement sérieuses aujourd'hui. Je vais y revenir, mais moi d'abord ce que je regrette, c'est d'avoir eu à faire face en tant que parlementaire, et tous les parlementaires ont eu à faire face à un lobbying absolument mensonger. Nous avons reçu très plus puissant, de 2000 mails. Et très efficace. Absolument. Nous à avons Bruxelles. reçu plus de 2000 mails dans nos boîtes mail pour nous dire qu'on avait face à des nouveaux OGM et qu'il fallait absolument ne pas voter ce règlement. Et je vais vous dire, le jour du vote, le matin du vote, j'ai vu débarquer dans mon bureau, dans tous les bureaux des parlementaires, mais ils sont aussi passés Européen, par des chercheurs de l'INRAE, alors certainement pas vous, mais en tout cas certains de vos collègues, qui sont venus toquer en expliquant que c'était une honte et qu'il ne fallait pas autoriser ce règlement. Et moi je leur ai posé une question, je leur ai dit, messieurs et madame les chercheurs, vous venez dans le Parlement sans rendez-vous et aujourd'hui harceler les parlementaires, mais en fait, vous êtes payé par l'argent public pour chercher l'innovation. Est-ce que c'est votre rôle, quand vous devez chercher l'innovation, de réguler la mise en marché et de réguler le droit qui s'applique? Non. Et en plus, vous êtes payé avec l'argent de nos impôts. Et bon, là, ils m'ont répondu, oh là là, très gêné, désolé, on a posé des jours de vacances. Qu'est-ce qui les dérange? Ce qui les dérange aujourd'hui, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie et du militantisme. Aujourd'hui, ils ne veulent absolument pas, ces gens-là, qu'on puisse mettre sur le marché une innovation avec laquelle, par principe idéologique, ils ne sont pas d'accord. Il faudrait rester à l'âge de pierre de l'agriculture. Sur la brevetabilité, j'y reviens puisque vous avez soulevé le sujet. Vous avez parlé assez longuement. Je souhaiterais aussi pouvoir m'exprimer. Je vous donne la parole. Sur le sujet de la brevetabilité, le texte qui a été voté au Parlement européen, c'est ceinture, bretelles et parachute. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord sur les NGT de catégorie 2, donc qui ont plus d'innovation technique que sur les NGT de catégorie 1, en fait, on a un principe d'évaluation. Déjà, premièrement, évaluation scientifique. Expliquons clairement pour nos auditeurs. Ça veut dire qu'il y a un comité d'experts qui se réunit au niveau européen et qui va examiner ces NGT2, ce qu'ils ont trouvé avant de les autoriser. Est-ce que les NGT supposent un problème pour les lobbies OGM ? Est-ce que ça remet en cause une forme de lobbyisme ou de monopole ? Non, ça ne remet pas en cause. Les deux choses ne sont absolument pas liées. Bon, il n'y a pas de fragilisation de l'un par l'autre. Non, ce ne sont pas les mêmes techniques, il n'y a pas de fragilisation de l'un par l'autre. Mais sur la brevetabilité, sur la traçabilité, on a non seulement une évaluation, mais ensuite on a une autorisation et on a une évaluation ensuite de savoir si dans cette brevetabilité possible, lorsqu'il y a une grosse innovation technique, ça ne nuit pas aux agriculteurs et ça ne crée pas de situation plus de garanties. Monopolistique. Vous êtes formel là-dessus. Absolument. Plus de garanties et c'est pour ça pour que l'utilisateur, pour le consommateur. Absolument. Et c'est pour ça que le texte a traîné 8 ans au niveau des institutions et 3 ans au Parlement européen. Parce qu'on voulait absolument avoir des garanties sur la brevetabilité et la traçabilité. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux innover et porter des solutions sur le marché plutôt que de jouer
la politique de la peur et de se dire oh là 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 là, attention, on sait jamais ce qui peut se passer, et finalement appliquer une sorte de principe de précaution qui fait que tout le monde va être perdant à la fin. Christophe Béguet, ces garanties vous rassurent? Alors, tout d'abord, moi je voulais revenir sur le sujet de l'INRAE. La position d'INRAE, elle est très claire. Hein. La position INRAE est favorable au NGT. Et d'ailleurs, il y a un grand plan prioritaire de recherche, donc sélection végétale avancée, qui travaille sur ces sujets avec des financements assez significatifs, hein, plusieurs millions d'euros. Beaucoup de chercheurs impliqués sur ce sujet pour développer des techniques. Donc, la prise de parole de quelques chercheurs n'est pas celle de l'ensemble de l'Institut. Et vous savez qu'il y a le code de la recherche. On peut pas empêcher des chercheurs de s'exprimer. Le code de la recherche, donc voilà. Donc la prise de parole de certains n'embarque pas toute la position de l'INRAE. Pourtant, elle est réelle. Elle est réelle. Il y a elle est réelle, mais dans toute société. Vincent Béguet, vous pouvez pas nier qu'il y a des lobbies surtout dans ces enjeux agricoles et qui sont très puissants et très efficaces. Oui, voilà. Des deux côtés, hein. Des deux côtés, oui. Et moi, je voulais revenir. En fait, le sujet, parce que vous avez évoqué les NGT2, mais je parle sur les NGT1. On revient sur les NGT1. En fait, le fait d'introduire cette notion de brevetabilité crée un risque fort quand même d'appropriation de ces techniques, oui. Et surtout par des intérêts privés. De coûts liés à tout cela. Et aujourd'hui, un agriculteur, quand il achète des semences, effectivement, il faut qu'il ait un intérêt à les acheter. Il faut que l'innovation soit suffisamment intéressante pour que la rentabilité tirée de la culture lui permette de financer cette innovation. Moi, ma crainte, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est que le fait d'introduire la brevetabilité va faire qu'on va décaler l'essentiel de la valeur de l'innovation sur ces brevets aux dépens de l'innovation génétique, de la génétique de la plante. Et donc, s'il n'y a pas une augmentation de la valeur que l'agriculteur pourra payer pour ses intrants, et pas que l'agriculteur d'ailleurs, il faut penser aussi filière, s'il n'y a pas une augmentation de cette valeur, ça veut dire que toute la valeur va glisser vers ces brevets, et du coup, tous les acteurs qui font de l'innovation sur la création variétale, donc d'utiliser la génétique des plantes, n'auront plus de quoi financer leurs activités, et donc un appauvrissement de la diversité génétique disponible sur le marché. Céline Imar, quelle est la vertu des NTG concrètement pour les agriculteurs? Alors, la vertu des NTG concrètement pour les agriculteurs, c'est qu'ils vont pouvoir bénéficier de l'innovation pour rendre les plantes plus résistantes à la sécheresse, au changement climatique, et pour utiliser moins d'eau et moins d'intrants. Et la société le leur réclame à grands cris, donc il faut absolument leur donner les outils. Moi, j'entends toutes les craintes qu'on peut avoir, mais aujourd'hui, on a un texte solide et équilibré. C'est comme si à un moment donné, on avait dit oh là là, est-ce que la biodiversité génétique des vaccins sur le vivant, on empêche Pfizer et Moderna de faire les vaccins Covid, ou est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quand même très inquiétant, donc on va interdire en fait les applications Claude, ChatGPT en France, parce que à un moment, enfin moi je veux bien qu'on prive les gens qui sont sur le terrain, qui aujourd'hui qui sont en galère, qui souffrent, parce que les agriculteurs, on leur réclame tout, on leur réclame de produire à bas prix, de produire en toute saison, de produire notre alimentation, de pas trop manifester, de pas ouvrir leur bouche trop fort, hein, et de pas voter pour les extrêmes, et en plus, de produire notre alimentation. Donc, il faut leur donner les outils, il faut absolument avancer. Ça va dans le sens de ce que l'actualité est en train aujourd'hui de soulever comme problématique. Merci Céline Imar, merci Périgolès. Merci Vincent Béguet d'avoir été là.